suis la déléguée générale du MEDEF Pays de la Loire. Alors, j'étais pas censée me présenter aujourd'hui puisque c'est Manon Nicolas, ma collaboratrice, qui est chargée des projets environnement et transition écologique au sein de l'équipe, qui a donc organisé ce webinaire avec Métatlantique et d'autres entreprises intervenantes, expertes du sujet de la valorisation des déchets et la décarbonation, et avec un focus donc sur les gaz verts comme levier de transformation. J'excuse donc l'absence de Manon, mais nous sommes bien entourés aujourd'hui et je vais laisser de suite la parole à Aurélie Chevalier qui va vous expliquer donc comment s'organise cette séquence. Je vous remercie à tous d'être présents. Merci à tous, merci au MEDEF pour cette collaboration et au travail de Manon qu'elle a effectué pour mettre en place ce webinaire avec nous. Aurélie Chevalier, je suis la déléguée générale de l'association Métatlantique et association que vous présentera notre présidente tout à l'heure. Le webinaire va être divisé en 3 temps. Un premier temps sur les gaz verts en tant que levier de la décarbonation, avec Guillaume Paternostre de GRDF et Armel Vrignot de Métatlantique. Puis on a la chance et on les remercie d'avoir le témoignage de Denis Dugue pour Engie et puis de l'entreprise IDEA avec Frédéric Thiollier. Et enfin, un troisième temps avec Anthony Kéruel du bureau d'études S3D qui nous parlera des nouveaux gaz renouvelables. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Armel Vrignot et Guillaume Paternostre. Bonjour tout le monde, tu peux passer la slide Aurélie. Merci pour votre présence. Je suis donc Armelle Vrignot, présidente de Métatlantique et je travaille au sein du bureau d'études SCE à Nantes. Rapidement, je voulais faire une petite présentation de Métatlantique pour savoir, pour situer qui on est, pour ceux qui ne nous Peut-être, connaissent pas. ouais, m'introduire maintenant, ça m'évitera de le refaire après, parce qu'effectivement, on Ouais, aura la pardon, chance de Guillaume. parler en duo. Donc, Guillaume Paternostre, moi, je suis en charge du développement des gaz verts pour GRDF sur la région Pays de la Loire et membre également de Métatlantique. Voilà, donc Métatlantique, c'est une association régionale Pays de la Loire qui récemment s'étend aussi sur la Bretagne, donc on va dire sur l'arc ouest de la France. Une association qui regroupe un peu plus d'une vingtaine d'entreprises de la filière des gaz renouvelables et bas carbone. Sur la slide après, on a une vision un peu plus globale, un peu plus détaillée, pardon, des entreprises qui sont membres de l'association. Comme, comme c'est un peu expliqué sur les petits carrés à droite, les entreprises sont vraiment sur toute la chaîne de valeur de la filière, puisqu'on a aussi bien des bureaux d'études que des constructeurs, des fournisseurs, des lots process ou des lots infrastructures, les lots concernés, les entreprises concernées par la construction d'un projet méthanisation. On a aussi des entreprises qui interviennent plutôt en phase exploitation de ces unités-là, des développeurs, des investisseurs, des fournisseurs d'énergie, etc. La raison d'être de Métatlantique, repose sur 2 piliers. C'est d'abord, bien sûr, représenter la filière et les différents membres de l'association qui adhèrent, présenter ces entreprises adhérentes, leur savoir-faire. Donc c'est le premier pilier de notre raison d'être. Et le deuxième, c'est favoriser, permettre le développement de la filière des gaz renouvelables et suivre son accélération parce qu'on va le voir dans la suite de la présentation. Les objectifs sont ambitieux pour cette filière-là. Euh, D'où les actions et la présence de Métatlantique aux côtés de nos entreprises. Donc, pour commencer à introduire le sujet qui nous réunit aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur et se demander, en tout cas, on peut essayer de se poser la question sans forcément trouver une réponse, mais à quoi ressemblerait le futur énergétique de notre pays? Donc ça, ce sont des études qui ont été faites, qui ont été compilées dans différents scénarios. Alors on voit ici que ça a été fait par l'ADEME, par la stratégie nationale bas carbone ou encore une étude négawatt et des gestionnaires de réseau également.
Et je vais donner la suite de la parole à Guillaume qui va essayer de développer le sujet, même si, effectivement, Joker, on n'a Oui, pas de effectivement, réponse. je vais pas répondre à cette question. Je pense que on a déjà, en plus, un peu en ce moment, un peu de mal hein, avec la PPE3 au niveau national à y répondre. Donc, je vais pas rentrer dans le débat. Mais par contre, dire deux choses. C'est que ces scénarios-là, qui sont tous sérieux, hein, sans exception, ils sont concordants sur deux points. À minima, hein, sur plein d'autres, mais concordants sur le fait que les gaz renouvelables, les gaz renouvelables, on va voir par la suite, sont considérés comme un pilier indispensable à la transition énergétique de notre pays. Ça, c'est une certitude. Et dans ces gaz renouvelables, il est reconnu que la méthanisation, la gazéification et le power to gas sont des moyens de production indiscutables. Ensuite, évidemment, il y a des points de vue qui divergent, hein, sinon cette PPE3 serait déjà publiée en partie. On a des points de vue divergents sur les usages de ces gaz renouvelables, sur le niveau de consommation de gaz à horizon 2050, ou encore sur la nécessité ou pas de les importer. Euh, Ce qui est certain, c'est que ce mix énergétique doit et il sera diversifié. Quand on regarde un petit peu dans le détail ces scénarios-là, et là j'ai pris l'exemple, et on a pris l'exemple de celui d'RTE qui pourrait être considéré comme un scénario électricien, hein, c'est normal, RTE, opérateur de transport électrique. Eux l'affirment, ils disent au mieux l'électricité représentera en gros un peu plus de la moitié, 55% du mix énergétique à horizon 2050. Donc 55% d'énergie finale pour l'électricité décarbonée, l'électron, pardon, et l'autre moitié, 45% en molécules décarbonées, notamment avec le biométhane et avec l'hydrogène comme des solutions considérées comme incontournables. Et on va le voir par la suite. Donc le gaz indispensable, aujourd'hui, le gaz dans le mix énergétique pour se remettre un petit peu pour avoir des ordres de grandeur, le gaz c'est 11 millions de clients, 200 000 mètres de réseau de distribution, donc propriété des collectivités. À cela, on pourrait ajouter le réseau de transport, un cinquième de la consommation d'énergie finale, et à peu près 350, là c'était 380 en 2023, mais 350 plutôt en 2026 de consommation. Euh, Historiquement, on représentait l'énergie finale en France par le un tiers, un tiers, un tiers, hein, un tiers de gaz, un tiers de produits pétroliers et un tiers d'électricité. Voilà, quand on regarde un peu plus dans le détail, aujourd'hui, le gaz, c'est un peu plus de 20% et réparti sur différents secteurs, hein, l'habitat, donc les maisons, donc un usage chaleur, habitat individuel, collectif, le tertiaire, évidemment, l'industrie et également la mobilité. Donc, le gaz indispensable, ça c'est une certitude. Et ce gaz, si tu passes à la suivante, ce gaz, depuis une dizaine d'années, un peu plus, il a entamé une troisième évolution, une troisième révolution, et on va le voir en détail après, avec l'arrivée des gaz verts. Si on prend un petit peu de recul, et non, non, tu pouvais rester. Ah, Donc, excuse-moi. depuis, quand on dit troisième, c'est qu'au début 1900, effectivement, on était sur une production qui était très locale, avec une distribution locale, hein, notamment le gaz de houille, qui ensuite a été enchaîné avec, en post-guerre, après-guerre, le développement des grandes infrastructures, donc le réseau de transport et le réseau de distribution. Donc des infrastructures qui étaient centralisées, hein. On importe le gaz de l'étranger. On en a aussi en France avec le gaz naturel à lac hein, dans les années 50. Et à partir de 2012 et le droit à l'injection, 2012 en France, 2014 pour les premiers sites en région Pays de la Loire, apparition du gaz vert. Donc là, on décentralise complètement les infrastructures, on les interconnecte, tout simplement parce qu'on va avoir un nombre de points d'injection multiples sur le territoire. Donc, le gaz vert, démarrage 2012, en point d'arrivée 2050. 2050, 100% de gaz vert dans les réseaux, un objectif atteignable et que la filière doit absolument atteindre, hein, de toute façon, la neutralité carbone.
Et ça, dépendant de deux choses, hein, une augmentation de la production, évidemment, et une diminution de la consommation aussi, une diminution associée de la consommation. Un point d'étape important à 2030 et un objectif qui est à 15% de gaz vert dans les réseaux. Et ce 15% en région Pays de la Loire, et ça on va le voir, doit se traduire par un 25-30%, notamment parce que la région est, un, en avance, et deux, dispose d'un gisement qui est important, et donc doit pouvoir combler et aider les régions pour lesquelles il y a un peu moins de gisement. Donc, gaz vert, levier de décarbonation, c'est évident, et levier pour l'indépendance énergétique, hein, avec un gaz qui est produit localement et injecté sur les différents points sur le territoire. Bon. Si. Ouais. On va rentrer dans le détail. Donc là, par la suite, donc là, je vais être assez rapide. Mais quand on parle de gaz vert, on parle de principalement quatre technologies différentes. D'ailleurs à des niveaux de maturité différents, mais toutes opérationnelles. Donc la méthanisation, représentée par cette magnifique vache, où on est sur des phénomènes de digestion de matières organiques, hein, biodéchets, résidus de culture, culture intermédiaire. La gazéification hydrothermale, représentée par la cocotte minute, où on est sur des intrants plutôt humides, des lisiers, des boues, des microalgues. La pyrolyse, représentée par le four, où on est sur des intrants qui sont secs, ligneux, ou des CSR, combustibles solides de récupération. Et enfin, la petite recette de cuisine, low power to methane, où les intrants sont de l'électricité renouvelable et bas carbone. Alors, je crois qu'il y a eu un commentaire sur le fait que les slides n'évoluaient pas. Je ne sais pas si c'est pareil pour Si. tout le monde. Si, ça fonctionne Moi, pour tout le monde. je pense que c'est bon, peut-être parce qu'on est resté longtemps sur la même, mais Ça marche. Donc, comme je le disais, hein, il n'y a pas spécialement de concurrence, et ça c'est important, concurrence sur les intrants. On a vu que chaque intrant avait, entre guillemets, sa technologie associée. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que les usages, pour le coup, sont communs. Le vecteur commun reste le réseau, les réseaux. Ça veut dire que ces gaz produits avec des matières qui sont présentes sur les territoires ont tous le même usage, hein, des usages donc ces gaz vont venir se substituer au gaz fossile qui aujourd'hui est présent principalement dans le réseau. Et donc venir se servir, être utile aux usages donc, de chaleur et de mobilité. C'est- Donc là, c'est un bref résumé, hein. Évidemment, je disais substitution, et c'est là tout l'intérêt des gaz verts. Donc le gaz renouvelable, le gaz naturel, on est donc sur une ressource finie, un combustion d'un gaz fossile qui libère du carbone fossile dans l'atmosphère. Donc avec un facteur d'émission qui est important, hein, 240 grammes de CO2 par kilowattheure. Là où le gaz vert, et là on a pris l'exemple du biométhane, nous sommes sur des intrants d'origine renouvelable, et donc la combustion libère un carbone biogénique au cycle court. Ça va être détaillé par la suite, et un facteur d'émission qui est donc beaucoup plus faible, plus de 5 fois plus faible, à peu près 41,7 grammes de CO2 par kilowattheure. Je vais repasser la parole à Armelle, juste après avoir défini rapidement les différentes technologies. Maintenant, où est-ce que nous en sommes en France et en région? ouais, et on va un peu plus cibler dans dans ce domaine des gaz verts. La source principale de production, c'est le procédé de méthanisation. On va regarder un peu plus en détail ce que c'est la méthanisation, comment ça fonctionne, ce que sont les grands principes et les chiffres clés pour que ce soit un peu plus parlant. Vas-y Aurélie. Donc la méthanisation, c'est un procédé de fermentation anaérobie. Donc anaérobie, ça veut dire sans air. Donc, concrètement, dans les digesteurs qu'on voit au milieu de la slide,
dans des grandes cuves bien fermées, bien hermétiques, on vient introduire des matières organiques. Les matières organiques, c'est soit des effluents agricoles, du lisier, du fumier, ou des résidus de culture. Donc, soit la plupart du temps, ce sont des intrants d'origine agricole. Ça peut être aussi des intrants biodéchets, donc vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire les déchets que nous produisons, vous et moi, pour s'alimenter. Et c'est aussi des déchets agroalimentaires, des déchets organiques issus de l'industrie principalement agroalimentaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les intrants. Ce sont les matières organiques que l'on enferme dans des grandes cuves fermées et dans lesquelles s'opère une fermentation. Et cette fermentation, elle va produire du digestat, donc quasiment toute la matière organique qui est rentrée, évidemment, va rester, mais sous une autre forme, qu'on appelle le digestat. Et il se trouve que le digestat est un fabuleux engrais bio, puisque ce digestat va pouvoir être répandu sur les parcelles agricoles. La plupart du temps, les parcelles agricoles des agriculteurs qui ont eux-mêmes fourni les intrants. Donc, on est dans une belle économie circulaire. Donc le digestat est épandu, sert d'engrais, permet d'éviter le recours aux engrais chimiques pour les agriculteurs qui l'utilisent. Ça, c'est la première production. Et la deuxième, qui a autant d'importance, c'est la production d'un gaz qui est donc bio, qui est produit à partir de nos matières organiques. Et ce gaz, une fois qu'on l'a épuré, nettoyé, eh bien, c'est le même gaz que l'on retrouve dans les réseaux de distribution. C'est donc du méthane. Et comme il est bio, eh bien, on appelle ça du biométhane. Et donc ce gaz qui est injecté directement dans le réseau peut servir à un particulier pour alimenter sa chaudière, à produire de l'eau chaude, du chauffage et faire cuire ses aliments, peut servir à un industriel pour ses différents procédés de fabrication et aussi peut servir comme carburant. On appelle ça du bio-GNV. C'est un carburant que l'on peut mettre dans les bus, les camions, mais aussi dans les voitures. Alors, on en voit un peu moins, mais ça existe. Voilà pour la méthanisation. Vas-y Aurélie, la matière utilisable, donc je l'ai un peu détaillé tout à l'heure, les trois grands types de déchets organiques qu'on peut mettre dans une unité de méthanisation, c'est bien sûr des déchets agricoles, ça représente 2 tiers de la matière. C'est des déchets d'industrie agroalimentaire et des déchets qu'on qualifie d'urbains, ce sont soit les biodéchets qui sont produits par les habitants, soit les bouts de stations d'épuration urbaine. Oui, il y a effectivement les déchets de restauration, je vois en détail là, les déchets des restaurants qui sont collectés, on peut assimiler ça à des biodéchets. Euh, ouais, Excuse-moi, je crois que voilà. sur cette photo-là, qui est une vraie unité de méthanisation, ça vous permet de mieux matérialiser ce que j'ai décrit tout à l'heure et qui était un peu théorique. Donc, c'est une unité de méthanisation qui existe vraiment, hein, qui est à Mortagne-sur-Sèvre, dans notre région. Euh, les digesteurs dont je parlais tout à l'heure, les grandes cuves fermées hermétiques, c'est les points 3 et 4 de la photo. Donc on voit un dôme, une membrane en plastique qui a cette forme de dôme. Le biogaz qui est généré par la fermentation s'accumule ici et il est bien sûr traité dans une unité d'épuration, donc c'est dans le bâtiment avec le numéro 5, avant d'être injecté sur le réseau. Le réseau est, enfin, l'injection se fait à partir du poste d'injection qui est sur le point 6 de la slide. C'est pas facile à expliquer comme ça. Donc les digesteurs, ils sont alimentés par des matières organiques. Ces matières organiques, la plupart du temps, elles ont un petit stock tampon sur le site de l'unité de méthanisation. Alors, ce qu'on ne voit pas là et qui est enterré, ce sont les matières organiques liquides qui sont livrées sur le site. Voilà, qui sont livrées, Aurélie montre avec le curseur là, qui sont livrées dans une cuve qui est enterrée. Mais en méthanisation, on met aussi bien sûr des matières organiques solides.
Et là, on ne voit pas. Les matières organiques solides, elles sont dans les bâtiments qui sont fermés avec les portes blanches. Euh, il y a un stock de fumier dans ces bâtiments-là avec une trémie dans laquelle on vient introduire le fumier. Et pourquoi ces bâtiments sont fermés? Ben, tout simplement parce qu'ils sont sous traitement d'air pour éviter des nuisances olfactives. Voilà, ce sont des sites, les unités de méthanisation sont des sites ICPE, alors certains d'entre vous connaissent peut-être, des installations classées pour la protection de l'environnement, qui sont donc réglementées sur tous les impacts euh, qui peuvent qui peuvent avoir lieu sur l'environnement, donc eau, sol, air, etc. Donc, par exemple, vous voyez, vous pouvez reconnaître que la clôture bien réglementée avec un portail fait partie enfin, non, de la réglementation ICPE qui doit être respectée. On a aussi une zone de rétention qui doit être aménagée en cas de rupture de cuve pour ne pas que un éventuel contenant de cuve puisse polluer l'environnement. Voilà, donc je ne vais pas détailler ici la réglementation, mais ce sont des sites très réglementés pour éviter tout problème à l'extérieur. Euh, Par habitude, on a des typologies, tu peux passer Aurélie, on a classé, enfin, dans la filière, on classe les sites un peu selon trois grandes typologies. Il y a d'abord les sites tout simples à la ferme agricole, qui sont des sites qui génèrent entre 5 et 15 gigawattheures de production d'énergie, qui ont un budget bien sûr plus limité, mais quand même entre 2 et 6 millions d'euros. On a ensuite la taille au-dessus, qui sont des sites qui restent agricoles, c'est-à-dire que les intrants sont en très grande majorité agricoles, donc effluents d'élevage ou résidus de culture. Et ils sont en général portés par un collectif d'agriculteurs, c'est-à-dire plusieurs agriculteurs qui créent une société pour construire et exploiter ce méthaniseur. Là, on est sur des unités de production un peu plus élevées, 25 gigawattheures, et bien sûr des coûts d'investissement plus élevés aussi, de 6 à 15 millions d'euros. Et puis ensuite, on a des sites encore plus gros qui peuvent générer jusqu'à 60 gigawattheures d'énergie qu'on appelle des unités centralisées. Donc, ce sont des sites dans lesquels les intrants sont multiples, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement d'origine agricole. On retrouve bien souvent une cinquantaine de pourcents d'origine agricole et le reste, biodéchets, industrie agroalimentaire ou déchets urbains. Et ces sites-là sont bien souvent des sites pour lesquels l'investissement est supérieur à 15 millions d'euros, ce qui génère aussi plus d'emplois dans la filière, puisqu'on a 5 à 10 ETP si on intègre les emplois liés à la logistique d'approvisionnement des sites, mais aussi d'épandage du digestat. Euh, pour finir sur cette partie gaz vert méthanisation, cette slide permet de fixer quelques chiffres parce qu'on aime bien avoir des ordres de grandeur quand on s'intéresse au sujet. Si on doit retenir, si on doit essayer d'avoir une idée un peu précise de ce qu'est une méthanisation, une unité de méthanisation moyenne en France, eh bien, c'est une production d'environ 15 gigawattheures. Dans la filière, on parle souvent en équivalent injection biométhane sur les réseaux, ça fait 150 normomètres cubes par heure. Et donc, pour une unité de 150 normomètres cubes, eh bien, globalement, il y a environ 15 000 tonnes d'entrants et à peu près 15 000 tonnes de digestat, 10% en moins en réalité. Donc, 15 000 tonnes d'entrants, on a dit des matières organiques, environ 15 000 tonnes de digestat, c'est-à-dire de l'engrais. Et pour avoir des équivalents, parce que ça ne parle pas forcément, eh bien, 15 000 tonnes de déchets organiques, c'est 3 ou 4 exploitations agricoles, où c'est 220 000 logements, ce qui veut dire, c'est rapporté à la quantité de biodéchets qu'un logement peut générer, ou bien 4 500 restaurants. Pareil pour la quantité de biodéchets qu'ils peuvent générer. Pour ce qui est des matières sortantes, donc on l'a dit, 15 000 tonnes de digestat ou d'engrais. Et en format énergie, l'énergie qui est produite, les 15 gigawattheures,
Ça représente l'équivalent d'une consommation de 3400 logements plutôt neufs, c'est-à-dire qui ont des consommations modérées, qui sont sous la RE 2020, ou 1125 de logements plutôt vieux, pour lesquels l'isolation n'est pas parfaite. C'est aussi l'équivalent de l'alimentation de 60 bus qui utiliseraient du bio-GNV comme carburant. Voilà pour les chiffres clés. Je relaisse la main à Guillaume qui va plutôt présenter maintenant pourquoi et en quoi les gaz verts doivent progresser dans leur production parce que les objectifs sont quand même ambitieux. Tout à fait, merci. Des objectifs ambitieux, une filière qui se développe aussi rapidement. Donc, objectifs ambitieux atteignables. Donc, on le voit hein, sur cette carte, sur ces trois cartes qui démarrent en 2018 avec un peu moins de 80 sites en service et en injection sur le réseau. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 800, donc 15 TWh hein, de capacité installée et un objectif qui se dessine à 44 TWh de biométhane injecté dans les réseaux. Donc la marche paraît haute comme ça, 15-44 en moins de 4 ans. En réalité, 15 TWh en capacité installée, oui. Il y a également 15 TWh en développement, donc qui sont inscrits au registre des capacités, hein, qui sont des projets à différents stades de maturité. Donc ce 15 TWh peut devenir 30 hein, à horizon 3 ans. Et ensuite, voilà, il reste encore 15 TWh à aller chercher de nouveaux projets et à les mettre en service pour atteindre les objectifs que la France va et doit se fixer. Pour donner une équivalence, parce que on parle de térawattheure, etc., une équivalence, si on prend en unité le réacteur nucléaire, on passe en moins de 10 ans, hein, la filière a été capable de mettre en service deux réacteurs nucléaires et demi, et à horizon 2030, c'est 11 réacteurs qui doivent être mis en service. Donc des objectifs, comme je l'ai dit, ambitieux, mais atteignables, parce que cette filière, en 10 ans, a déjà fait beaucoup. Oui, si tu passes, notre région, je disais tout à l'heure en avance, mais c'est peut-être pas le bon terme. On a la chance d'être dans une région qui est dynamique, qui fait partie des régions dynamiques, et il y en a d'autres, hein, mais dans le top 5 des régions les plus dynamiques de France. Euh, Pourquoi? Parce que, déjà, la région Pays de la Loire est une région sur laquelle l'économie est dynamique, ça c'est une certitude, mais également, nous sommes en région agricole, en polyculture élevage, donc de l'élevage et des cultures, ce qui marche assez bien, comme vous l'avez vu avant, hein, comme on a pu le voir avant, avec la méthanisation, et ces intrants sont disponibles. On a également une région qui est agroalimentaire, avec des fleurons nationaux, internationaux, de l'agroalimentaire sur notre territoire. On a un parc hein, aujourd'hui qui est solide. Il y a plus de 70, un peu plus de 70 installations qui sont construites, en service, qui injectent tous les jours. Alors ça commence à faire beaucoup de chiffres, mais 1,2 TWh de capacité installée. Et ça, c'est plus de 6% de la consommation 2023. Donc on commence à atteindre des niveaux de consommation qui ne sont pas négligeables. Ce 6% va devenir 10% dans les prochaines années, hein, l'année prochaine ou dans 2 ans, on va atteindre ce cap des 10%. Et quand on dit en région, ça veut dire que sur certains territoires, certaines communes, le cap des 50, 60, 70% est déjà atteint. Si je prends une commune comme Châteaubriand, Ancenis, enfin, et pourtant des collectivités de taille relativement importante, les niveaux de gaz vert dans les réseaux sont déjà forts. Donc plus de 70 installations qui tournent, un parc sans contre-référence et 80 installations en projet et des projets qui entrent aussi tous les ans dans le registre des capacités. On a la chance d'avoir aussi une filière qui est structurée en région avec des associations. Métatlantique en est une, hein, mais il y en a d'autres, hein, AILE par exemple, enfin des associations qui aident au développement de la filière.
Et ça, associé avec un contexte, on va dire, un engagement institutionnel qui est bon et qui est favorable, et des structures départementales qui se sont créées. Notamment COP Meta 44 sur la Loire-Atlantique, CAP Meta 49 sur le Maine-et-Loire. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est des structures qui sont là pour aussi accompagner et favoriser le développement de la méthanisation dans un climat serein. Je passe aussi toutes les structures, les syndicats d'énergie, l'ADEME qui a aussi qui avait aussi poussé fortement la filière en ses débuts et en son émergence. Voilà, tout ce contexte fait que la filière a pu se fixer un objectif également ambitieux, mais une déclinaison de cette PPE, hein, donc ce 44 TWh que je citais tout à l'heure, une déclinaison à la région donnerait un objectif à 3 TWh et demi dès 2030. Donc 3 TWh et demi, on n'est pas loin des 25-30%, on y est même complètement, 25-30% de la consommation qui est prévue, qui est estimée à horizon 2030. Tu peux passer. Donc, avec quoi sont produits ce 2 TWh, ce TWh, 1 TWh,2, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, principalement des déchets du milieu agricole, et on le voit pour moitié des effluents d'élevage. Moitié effluents d'élevage, donc c'est la partie marron. Sur les 2,7 millions de tonnes, la moitié sont des effluents, donc lisiers, fumier, etc. Une bonne partie aussi de végétaux agricoles, hein, résidus de culture, culture intermédiaire à vocation énergétique, mais on a également toutes les typologies d'intrants qui sont représentées. Les collectivités ne sont pas en reste, avec les stations d'épuration. Toutes les grandes, d'ailleurs, toutes les grandes métropoles ici maintenant ont soit sont en projet, soit méthanisent leur boue. Nantes, Angers, Le Mans, etc. Et, on a également des intrants qui sont valorisés de déchets d'animaux, enfin de déchets d'IAA, pardon, déchets d'animaux, excusez-moi, ou encore de déchets d'abattoirs. Donc l'intégralité de la filière des typologies d'intrants sont aujourd'hui, pour ce qui est de la méthanisation, aujourd'hui ont démarré en fait et sont dans le processus de méthanisation. Et on le voit d'ailleurs sur le slide juste après, qui est où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qu'il reste. C'est que sur toutes ces typologies d'intrants, il y a encore de la marge, et heureusement. Donc la capacité totale, en fait, on pourrait aller capter 10 TWh, là où aujourd'hui on est à 1,2, hein, mais 10 TWh avec les intrants qui sont à disposition et qui sont disponibles sur nos territoires. Certaines typologies, donc quand on voit sur les effluents, il y a encore beaucoup de marge, beaucoup d'effluents à aller chercher. C'est pareil pour les cultures intermédiaires, et c'est pareil pour à peu près tous. Et on pourrait dire aussi sur l'industrie, sur les IAA ou l'assainissement, même si on s'approche déjà des objectifs 2030, où on les a dépassés, il reste encore de la capacité à aller chercher, même si c'est dans une un peu plus faible, enfin, oui, évidemment, un peu moins important, de façon un peu moins importante. Donc, des gisements qui restent disponibles sur notre territoire à aller chercher. Là, ici, on a voulu représenter aussi et c'est un visuel qui est proposé par l'ADEME pour montrer que la méthanisation, quand on parle méthanisation, on ne parle pas qu'énergie renouvelable. Donc, on l'a vu rapidement, hein, mais la méthanisation, et on le répète parce que c'est vraiment important, c'est une solution pour traiter les déchets agricoles, les déchets de la collectivité et les déchets des industriels. C'est un soutien évident à l'agriculture. Donc, évidemment, c'est des revenus complémentaires pour le milieu agricole, ça c'est certain. Mais c'est aussi un travail qui est fort et qui est non négligeable sur la dépendance qu'ils ont, les dépendances des exploitations, aux engrais minéraux. Faut pas oublier que le digesta, comme l'a précisé Armel, vient en substitution d'une grande partie des engrais minéraux. Donc, on travaille à la résilience et à l'indépendance des exploitations agricoles. C'est un moteur économique, c'est évident aussi. On l'a cité, des emplois non délocalisables sur la durée d'exploitation des installations. Donc plus de 15 ans, voilà, on a des emplois qui sont
non pas que pour de la construction, mais qui sont pour de la construction, de l'exploitation. Et une énergie renouvelable, mais ça je ne reviens pas dessus, avec des objectifs forts de développement de ces ENR. Donc je terminerai en 2 points, c'est nous, entreprises, nous, collectivités du territoire, pourquoi est-ce que ce développement de ces gaz verts, c'est une réelle opportunité? C'est une sécurité énergétique, c'est certain, c'est une façon aussi de réduire le coût du carbone. C'est une solution pour nos entreprises également d'atteindre nos objectifs et d'atteindre des objectifs RSE. C'est une façon de valoriser ces déchets. C'est un travail sur l'image de marque, c'est évident, mais c'est évidemment, et c'est surtout, et je pense que on va avoir un témoignage qui est très concret par la suite, mais c'est extrêmement important aussi sur l'ancrage territorial, sur recréer ou créer ou développer des liens entre l'industriel, la collectivité et le milieu agricole. Et quand je dis industriel, c'est évidemment dans le sens noble du terme. Donc, ces raisons, elles paraissent évidentes. Maintenant, comment est-ce que nous, entreprises et collectivités, on peut participer à ce développement-là? Si tu peux passer peut-être sur le dernier slide, Aurélie. C'est sur différents biais. Il y a plein de façons qui sont toutes indépendantes, hein. On peut en choisir une, on peut en prendre 2, 3 ou 4, c'est à discrétion. Mais c'est en favorisant et en aidant à lever des freins. Parce qu'il y a évidemment, comme tout ENR, il y a des freins au développement de la filière. Il n'y a pas spécialement d'ordre, hein, dans ces freins, mais en tout cas, le foncier en est un. Trouver une surface de 2 à 5 hectares pour pouvoir implanter une unité de méthanisation, ce sont des choses pas évidentes. Et il s'avère que nous, collectivités, nous, entreprises des territoires, nous avons parfois du foncier inexploité ou qui pourrait être ou mal exploité ou qui pourrait être mieux exploité. Donc ça, c'est une option. Le nerf de la guerre, évidemment, le financement, participer, prendre une prise de participation dans des projets, et on va le voir par la suite que c'est concret, et ça arrive d'ailleurs régulièrement. Ça peut être en travaillant aussi sur sa décarbonation, en achetant du gaz vert. Donc ça, on pourrait aussi faire un webinaire complet, hein, sur l'achat de gaz vert. Acheter du gaz vert pour ses process, mais aussi convertir une partie de sa flotte ou sa flotte au bio-GNV. Voilà, un carburant produit localement, hein, ça a aussi du sens, avec un impact direct, hein, sur ses émissions de carbone. Et on peut travailler aussi sur l'approvisionnement dans le cas où notre industrie ou notre collectivité produit des déchets, ce qui est souvent le cas, et les flécher vers une unité du territoire, une unité proche en développement ou en exploitation. Voilà ce qu'on voulait dire un peu en intro sur le développement des gaz verts et sur la partie plutôt avec un focus sur la méthanisation. Je pense que la partie de nouveau gaz, c'est pas je pense, la partie de nouveau gaz sera développée par Anthony plus tard. Je vais te laisser la main, Aurélie, et pouvoir donner la parole à un exemple concret de réalisation sur le territoire. Avant de passer à cet exemple, on pourrait peut-être prendre quelques questions qui sont tombées dans la conversation. Et la première de ces questions, existe-t-il des installations de méthanisation qui seraient adossées à des stations d'épuration? Non. Oui et non. Bah alors, vas-y. Peut-être pas sur le territoire, c'est ça que tu voulais dire? Non, je disais que non, sur le territoire, moi, non, c'est ça. Je n'ai pas d'exemple sur le territoire. Aujourd'hui, c'est enfin, celle qu'on constate en Pays de la Loire, en tout cas, c'est des méthanisations sur la station même. Mais après, est-ce que des bouts peuvent être... mais ça, je te laisse répondre, Normel. Ouais. Oui, oui, effectivement. Des bouts de stations d'épuration peuvent être méthanisés et le sont. Il n'y a pas beaucoup d'unités de méthanisation adossées à une station d'épuration, ce qui voudrait dire que c'est une unité de méthanisation qui ne traite que les bouts de cette station. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a en France. Il n'y en a pas beaucoup parce que tout simplement, c'est une question de rentabilité. L'investissement pour une telle unité versus ce qu'on peut en retirer en production de gaz n'est pas hyper intéressant parce que les bouts de stations d'épuration, c'est pas l'effluent le plus méthanogène. Donc, une unité de méthanisation qui ne traite que les bouts de stations d'épuration et qui est donc adossée à une station, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est seulement les très grosses
stations d'épuration qui ont un intérêt à le faire. La station d'Angers est équipée d'un méthaniseur et injecte le biométhane dans le réseau de gaz naturel. À la Carène, exemple régional. J'avais pas bien entendu la question, mais effectivement, hein, sur les stations d'épuration, les principales métropoles méthanisent leur bout ou en projet de le faire. Nantes, Angers, je l'ai cité tout à l'heure, hein, Le Mans, Laval en projet, etc. Mais t'as dit quoi, Anthony, ça a coupé, c'est qu'il y a un procédé mieux que ça pour les bouts d'épuration, non? C'est ça? Non, c'est pas ça que tu voulais dire. Non, je disais qu'Angers, effectivement, était équipé Ouais. d'un méthaniseur et injecté dans le réseau de gaz naturel. Autre question plus relative au coût des intrants. Ces intrants ont-ils un coût? Et puis les coûts de transport aussi pour aller chercher des intrants qui ne sont pas encore mobilisés. On nous demande si on a une idée des coûts acceptables. Pas des coûts de transport, des coûts. Je pense que ça. Les coûts pour aller chercher des intrants qui ne sont pas hein. encore mobilisés. Ouais. Je pense qu'il y aura des éléments de réponse par la suite. Ok. Et puis, dernière question qui fait transition avec la suite. Je l'ai perdu. Pourquoi y a-t-il dans l'ouest de la Loire-Atlantique peu de projets? Je crois que c'était ça. La faible présence d'unités sur l'ouest de la Loire-Atlantique autour de l'estuaire s'explique-t-il par des protections environnementales? Alors, il y a un bon exemple, justement, c'est parfait. L'exemple qui va être Ouais. cité après est dans l'ouest de la Loire-Atlantique. C'est vrai qu'il y a moins de projets, mais c'est aussi dû au tissu agricole. C'est dû aussi, effectivement, à une zone il y a des marais, il y a des zones aussi qui sont plutôt littorales, hein, où l'agriculture est moins présente. Il y a des projets dans l'ouest dans l'ouest de la Loire-Atlantique, mais c'est vrai que l'est s'est développé plus rapidement. Il y a moins de matière organique et c'est vrai que la plupart des unités de méthanisation se construisent quand même à proximité de leur gisement organique. Sinon, ça n'a pas trop de sens de faire des kilomètres aux intrants organiques. Eh bien, je vais laisser maintenant la parole pour un exemple bien concret entre une coopération qui a eu lieu entre Engie et IDEA. Bon, ben, merci beaucoup pour cette participation et présentation portée par le MEDEF. Je suis Denis Duc, moi je suis en charge de l'animation et le développement pour NJ de tout ce qui est méthanisation. Donc on construit, on développe et on exploite des méthaniseurs. Voilà, on va décrire un cas pratique porté sur le territoire de la Carène. Je laisse la parole à mon co-développeur, peut-être pour qu'il se présente en 2 mots. Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Thiollier, je fais partie du groupe IDEA et je suis le directeur adjoint des activités VRAC et je travaille dans la BU de logistique agroalimentaire. Voilà, je te laisse la parole, Denis, je reprendrai la parole après Voilà. lorsque je vais montrer un petit peu On va se partager le temps de parole pour essayer d'être en interaction. Je vous présente en quelques mots Engie, gaz renouvelable, l'opposition, et après on fera un focus naturellement sur le territoire qui nous intéresse. Pour avoir une idée, on a parlé pas mal de chiffres. À la maille européenne, l'objectif d'Engie est de produire à 10 TWh. Donc c'est vraiment d'être en capacité d'intégrer et d'apporter tout ce qui a été décrit jusqu'à présent. On souhaite également être un agrégateur, c'est-à-dire on souhaite produire, mais on souhaite pouvoir agréger les productions, et on est en train de parler d'à peu près 30 TWh à la maille européenne. Donc ça reste, on va dire pas modeste, mais ça reste en retrait. On a parlé de 350 TWh de consommation gaz tout à l'heure. Là, on est en train de dire que l'ambition est de 30 TWh à la maille européenne, ce qui reste conséquent, il ne faut pas sous-estimer. On est présent où? On est présent aujourd'hui en termes de production, on fera un focus dessus en France, au UK, aux Pays-Bas, en Belgique. On a des unités de production et on est en développement en Pologne et en Espagne. Pour assurer ce développement-là, on travaille sur 3 axes. Ce que j'évoquais tout à l'heure, on construit, on acquiert des équipements et on construit des partenariats. Parce qu'on sait très bien que ce qui a été évoqué, c'est une activité territoriale. On travaille des projets à des mailles qui sont très courtes. On évoquait entre 10, 15, 20, 30 km
en termes de cercle d'approvisionnement, et on pourra le voir sur le cas concret de la Cébeste, hein, de la centrale de l'estuaire, on est quand même sur des cercles qui sont assez courts. Si on avance un petit peu dans la présentation, ça va permettre de regarder un petit peu où on est positionné au niveau d'Engie. Vous voyez qu'on est quand même globalement très majoritairement positionné dans l'ouest et le nord-ouest de la France. Ça vient simplement de l'histoire. Historiquement, on était basé à Rennes, à Rouen, et on a développé par cercle concentrique sur ces deux zones-là, qui plus est, sont des zones quand même fortement favorables au développement de la méthanisation, comme l'a évoqué Guillaume. Aujourd'hui, on est présent sur la totalité du territoire avec des agences à Paris, Nancy, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Et on est capable de porter ce genre de sujet de façon intégrée. On est 250 personnes et aujourd'hui, on est le premier agrégateur de production de biométhane en France. C'est-à-dire qu'on est un des plus gros producteurs puisqu'on a 35 unités et 730 gigawattheures et on est un agrégateur. Mais on reste 35 unités versus 805 unités. Donc, on est aussi dans un marché qui reste un marché assez atomisé. C'est important de l'avoir dans le radar. C'est-à-dire que c'est un marché qui s'est développé de façon, on dirait maintenant, virale. Hein. C'est-à-dire que des décisions ont été prises par des investisseurs privés, majoritairement agriculteurs, pour réaliser ces opérations-là. Et quelques projets ont été portés par des industriels et des territoires. On est exactement dans ce projet-là aujourd'hui. Si on va un peu plus loin dans le sujet, on travaille avec qui et quelle est l'ampleur? On travaille avec l'agro-industrie, c'est ce qui a été évoqué, c'est des acteurs importants qui structurent, puisque c'est une partie des intrants. Aujourd'hui, c'est les intrants qui sont les plus valorisés par rapport au potentiel. Aujourd'hui, pour Engie, c'est 250 partenaires avec lesquels on travaille sur toute la France. Et aujourd'hui, si on parle des partenaires agricoles, on est sur à peu près 600 partenaires agricoles. Et on est en train de monter régulièrement, puisqu'aujourd'hui, on travaille quasiment avec 1000 exploitations, si on prend les projets qui sont en développement. Donc, c'est quand même des sujets importants. On produit, on injecte 750, 730 gigawattheures, ce qui correspond à peu près à 500 000 tonnes de biomasse. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais ça devient quand même conséquent en termes de volume, et ça permet de valoriser et d'apporter une qualité et une présence sur un territoire. Je vais peut-être laisser la parole à Frédéric pour parler un petit peu d'IDEA et de l'intégration du projet. Oui, donc IDEA Group, c'est une SCOP, c'est une société spécialisée dans la logistique industrielle. On est basé à Montoire de Bretagne depuis 1919, donc le siège est à Montoire de Bretagne, donc on est un acteur local. Pour ma part, la BU agroalimentaire est l'activité historique d'IDEA depuis 1919 sur les déchargements de navires. On est situé sur un peu partout sur la France, à proximité de nos clients, et je voudrais faire un focus sur 2 points, qui est le plan stratégique qui, comme chaque entreprise, est établi. On a un cycle de 5 ans sur lequel on va flécher nos projets et nos investissements. Là, sur ce projet-là, on a investi 100 millions d'euros, et donc une partie sur des projets d'énergie renouvelable, et en particulier l'unité de méthanisation. Et donc ces enjeux économiques, sociétaux et environnementaux sont vraiment au cœur de notre stratégie. On a une reconnaissance RSE, alors pour le groupe depuis 2013, qu'on a étendu à la branche transport en 2019, en 2015, pardon, et en 2019, c'est tout le groupe, toutes les BU qui ont été certifiés, reconnus RSE, et pour être aujourd'hui reconnus au niveau exemplaire. Un des objectifs de ce plan, et dans le cadre du RSE, c'était de diminuer nos émissions de carbone en 5 ans de moins 24%. De moins 25%, pardon, à 2025. À 2024, on est à moins 24%. Alors, je n'ai pas encore les chiffres de 2025, mais la tendance est qu'on sera en dessous. Sur le slide
suivant, pardon, voyez un petit peu les différentes activités d'IDEA. Hein. Alors, IDEA, c'est de la logistique industrielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On stocke des produits en bord de chaîne de nos clients et on va livrer ces pièces-là. Alors, ça peut aller des pièces à des outils, à des petites vis, à des écrous, jusqu'à ce qu'il y ait des pièces, des morceaux d'avion qu'on va livrer au poste de travail. Voilà, donc on intervient dans l'aéronautique, hein, pour Airbus notamment, dans la défense pour Naval Group, pour l'énergie, pour GE. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais on a été retenu par EDF pour la logistique d'approvisionnement des futurs chantiers EPR2. On intervient sur la logistique santé, donc dans les hôpitaux, c'est tout à fait récent. La BU VRAC, qui est ma BU, dans le domaine de l'industrie, télécom, naval, avec les chantiers de l'Atlantique. Voilà. Et notre première valeur, c'est co-construire. Donc, c'est important parce qu'on en parlera après. Et on a co-construit avec Engie, mais également avec la Carène. Je te laisse la main, Denis, sur le slide suivant. On va revenir un petit peu à la jeunesse. Ça va peut-être aussi faire écho aux questions qui étaient en filigrane. Premier sujet, c'est effectivement un territoire à l'intersection de 2 zones à enjeu. C'est-à-dire que Saint-Nazaire, et même peut-être 3 zones, c'est la Loire, l'Atlantique, et un territoire, on parle du parc de Brière, mais un territoire agricole. Et c'est vraiment à l'intersection de ces 3 dimensions-là qu'a émergé le sujet et s'est construit le projet de l'estuaire. Et c'est quand même très important. Et ça va aussi expliquer peut-être pourquoi il y a des endroits où c'est un petit peu plus dur, ou en tout cas peut-être un développement différent. Juste pour comprendre, quand on développe un projet de méthanisation, on a tout à l'heure évoqué la problématique de l'accès au foncier, c'est un élément clé, hein, accéder au foncier pour pouvoir construire une méthanisation dans de bonnes conditions. Et ensuite, c'est une question d'implantation. C'est-à-dire qu'il faut juste imaginer qu'à un moment, on prend un compas, on fait un cercle concentrique autour de la méthanisation et on recherche le meilleur équilibre pour réduire les temps de collecte, les temps de transport, avoir la meilleure mobilisation possible sur le territoire. Là, typiquement, quand on est sur le port de Saint-Nazaire, il y a déjà naturellement la Loire qui est en face, qui réduit un petit peu. Et puis ensuite, on travaille, vous voyez, la zone rouge qui est encadrée, c'est la zone agricole sur laquelle on est susceptible de sourcer le projet. Donc, si on rentre, je ferai un peu plus un détail sur la typologie d'intrants, mais on est bien sûr à cheval entre 2 territoires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une majorité d'intrants industriels qui alimentent le méthaniseur, mais aussi une partie d'intrants agricoles qui sont issus de la zone en rouge et qui est également la zone de retour au sol du digestat, et donc l'endroit où le digestat, qui est effectivement en engrais naturel, qui permet, entre guillemets, de valoriser sa capacité en termes d'engrais avec un retour au sol. Donc ça, c'est un point important. On est en train de parler de différents types d'acteurs, et je laisserai davantage Frédéric en parler, mais on est sur le territoire, donc on a 2 acteurs autour de la table en complément d'Engie, la Carène et IDEA. On a parlé tout à l'heure du temps de développement d'un projet. Quand on est sur un projet de territoire où on fédère finalement des acteurs territoriaux, des acteurs agricoles, des acteurs industriels, on est sur des temps qui sont un petit peu plus longs quand même. Là, pour exemple, on a été quasiment sur 10 ans entre le moment où l'idée a germé que ça serait pertinent d'être sur la zone de Saint-Nazaire, au moment où on a ouvert la vanne et était en capacité d'injecter le biométhane. Donc, c'est des temps qui sont assez longs. On y reviendra dessus. C'est des temps qui correspondent bien aussi au temps de transformation des territoires, et c'est important de les penser en amont. Alors, on construit, comme on l'a montré tout à l'heure, plus vite des méthaniseurs que des centrales nucléaires. On est tout à fait d'accord là-dessus. Le terme de la vitesse d'avancement est quand même plus favorable, mais on reste quand même sur des temps longs. Là, une dizaine d'années, en moyenne, entre 6 et 7 ans, en fonction de la complexité de l'opération. Voilà un petit peu les grandes lignes, en tout cas, ce qui est la genèse de ce projet. On va peut-être faire un focus directement sur le projet et peut-être l'interaction et son positionnement dans la zone d'activité.
Oui, donc comme le rappelait Denis, effectivement, la zone de Montoire a été identifiée par Engie Bios comme étant le barycentre des intrants, mais également aussi des exploitations agricoles qui vont traiter les fertilisants. Au niveau de la stratégie du groupe dont je vous ai parlé, donc co-investir, c'était effectivement de s'associer avec Engie Bios. Hein. D'ailleurs, pour votre information, on a sur le site de la Barrier, où il y a l'unité de méthanisation, on avait déjà investi avec une coopérative un séchoir qui permettait de mettre aux normes des produits provenant des campagnes de... Voilà, on avait fléché le développement des énergies renouvelables et également la transformation d'un site en écoparc. La photographie que vous voyez en haut à droite, c'est une usine en fait. Le site de la Barrier était une usine d'engrais chimiques. Cette usine a été démantelée dans les années 90 et le sol pollué. Et donc, c'était important pour nous d'acquérir cette friche industrielle et de pouvoir mener des projets innovants ou développement d'énergie renouvelable. Et c'est le projet de l'écoparc. Hein. Il y a deux actions, effectivement, les projets d'énergie renouvelable innovants, mais également être une vitrine et être un endroit pédagogique avec des visites. On a un certain nombre de visites, voilà, ça peut être des écoles, des associations, des élus ou même des industriels. Le point suivant est un point important puisque les clients de l'unité de méthanisation, les clients, ce sont nos clients aussi. C'est des agriculteurs, donc les coopératives, et c'est également les usines agroalimentaires. Aujourd'hui, on copilote la logistique des deux usines Cargill de trituration de Saint-Nazaire et de Montoire. Nous sommes nous-mêmes producteurs d'issus agroalimentaires avec le séchoir dont je vous parlais. Hein, sur l'ensemble de nos sites, on a quand même 300 tonnes par an qui aujourd'hui sont valorisées dans l'unité de méthanisation. Et tout à l'heure, Guillaume parlait du foncier. On avait un site sur lequel il y avait du foncier disponible et constructible, et qui en plus était à proximité du réseau de gaz. On a deux réseaux, le réseau de GRT Gaz et de Natron qui longe le site avec des possibilités de connexion. Et la dernière chose, c'est qu'on a un réseau routier qui est développé, la 4 voies de Nantes à Saint-Nazaire, qui est à proximité. Donc, lorsqu'on voit un peu ces trois éléments, pour le projet, on était vraiment sur des choses avec un voyant au vert pour développer le projet d'unité de méthanisation. Voilà, on peut passer à la slide. Je vais passer peut-être plus rapidement, même si elle paraît assez dense, parce que beaucoup de points qui sont dans ce slide ont été évoqués dans l'introduction et les explications portées par Guillaume tout à l'heure. Mais je pense qu'il est quand même bon de rappeler qu'un méthaniseur apporte au moins 3 éléments. Production de digestat qu'on vient d'évoquer. Effectivement, ça fait complètement sens et j'aime bien l'image mise en perspective, passer de l'usine d'engrais à un méthaniseur. C'est quand même assez sympathique et ça ferait un peu du sens comme remplacer des usines de tabac dans le Nord par le Between Village de Decathlon. Voilà, c'est quelques transformations comme ça qui sont emblématiques. Le deuxième point, effectivement, la production de biométhane qui va vers le GNV potentiellement, et on en dira peut-être 2 mots en conclusion, et puis la production de CO2 biogénique, c'est-à-dire qu'on est sur un site, et quand on fera le focus, où on est en capacité de produire du biogénique, et c'est globalement les 3 actions qui sont réalisées potentiellement dans un méthaniseur. Ça apporte un service à un territoire et ça produit 3 produits. Par rapport aux collectivités, en quelques mots, on a parlé des déchets, on parle aussi des taxes, on parle
la création d'emplois. C'est de l'emploi qui est effectivement non délocalisable. Les gens habitent généralement dans un rayon de 30 minutes pour intervenir. Donc, c'est vraiment concentré. Et ensuite, on a des fonctions support qui sont aussi généralement régionalisées. On a la décarbonation des réseaux et de la mobilité. Donc ça, c'est vraiment ce qui, généralement, est en lien direct avec les territoires. On a évoqué les agriculteurs. Là, on est sur des projets qui sont un petit peu plus gros que celui qu'on a réalisé pour l'estuaire. Mais on est facilement entre 15 et 30, 40 agriculteurs, parce qu'à partir du moment où c'est un développeur comme Engie qui porte le développement, ça permet généralement à plus d'agriculteurs de participer aux côtés d'intrants industriels. Et là, ils viennent apporter ce qu'ils sont capables d'apporter, c'est-à-dire leur quote-part, et ils ne sont pas dans une logique de pousser l'intégralité de leur production. Donc, du coup, ils sont un peu plus nombreux en général qu'un projet purement agricole, mais les deux se complémentent et viennent agrémenter le territoire, généralement avec des mailles un petit peu plus petites, et tout est relatif pour le monde agricole, un petit peu plus important pour le monde territorial. On a parlé de la gestion des déchets, on en dira quelques mots à la fin, et puis l'interaction vraiment forte sur le site industriel, et on peut passer à la suite. Je pense qu'on a fait une synthèse assez complète de ce qu'on était capable de proposer. Oui, donc c'est projet de territoire. Le projet, c'est de valoriser les ressources locales en produisant un gaz renouvelable qui sera utilisé aussi en local, et tout en fournissant aux agriculteurs une matière fertilisante. Le projet, donc en 2012, associé dans un premier temps Engie Bios et IDEA Group, donc Engie Bios, concepteur exploitant central, et IDEA Group comme acteur local, et l'implantation sur l'écoparc. Alors, petite précision, on a installé des panneaux photovoltaïques en 2012, et on était c'est la première fois que des panneaux photovoltaïques étaient installés sur une ICPE Seveso-Soyo. On était Seveso-Soyo parce qu'on stockait des engrais chimiques, et on a décidé, ça a été une décision, on avait un chiffre d'affaires qui était associé à ça, d'arrêter le stockage d'engrais et de favoriser plutôt les digestats. Et on est sorti aussi du Seveso-Soyo de ce fait. Voilà. Et dans l'énergie circulaire, avec on vient d'en parler, mais sur le site de la Mariée, on faisait du stockage de bois de classe B, et ces bois-là étaient réacheminés dans une usine pour en faire des meubles. Voilà, et puis le projet d'unité de méthanisation. En parallèle, la Carène, avait réalisé une étude de faisabilité sur le périmètre de la Carène pour implanter une unité de méthanisation. On s'est rencontrés parce qu'il y avait deux projets, et on ne voyait pas l'intérêt d'avoir deux projets concurrents. Et donc, de ce fait-là, la Carène nous a rejoint dans le projet. Et pour nous, c'était important parce que les collectivités sont un levier très important dans le cadre de la transition énergétique. Voilà, j'ai cité deux exemples, l'agenda 21 avec la démarche globale de développement durable, et puis le plan climat-énergie qui est un outil de planification stratégique et opérationnel de la transition énergétique. Et cette collaboration tripartite a permis aussi à échanger sur l'acceptation sociale. Un des pans de la RSE, c'est les parties prenantes, et on a voulu, très en amont du projet, échanger avec les riverains, avec les associations, avec la mairie, sur l'acceptation d'un projet sur le territoire. Parce que les personnes peuvent avoir des inquiétudes, ce qui est tout à fait légitime. Lorsqu'on ne connaît pas un process, on imagine des choses. Et l'objectif a été d'échanger sur les éventuelles nuisances, sur le bruit, les odeurs, les risques, la pollution,
Et puis le passage de camions, donc on a fait un certain nombre de réunions, de pédagogie pour expliquer. Voire même à l'issue de nos discussions des visites d'unités de méthanisation pour illustrer nos propos. Voilà, j'ai mis une photographie. Alors c'est pas lors de l'inauguration, c'est de la mise en service, mais entre tous les participants, les forces vives de NJ Bios et d'IDEA. Et les représentants des élus, on avait 3 représentants. On avait le maire de Montoire, la directrice de la transition énergétique à la Carène et le vice-président de la Carène. Donc vraiment un projet de territoire et un projet tripartite. On va essayer d'accélérer un petit peu pour que tout puisse rentrer dans l'échange. Là, c'est la cartographie en fait, en chiffres. Hein, c'est la photo d'identité du projet. On produit sur le site 21 gigawattheures. Le coût d'investissement en 2020, c'est important de le dire en 2020. Entre-temps, le Covid est passé par là, et l'inflation aussi. Les coûts sont sensiblement supérieurs aujourd'hui pour une opération de ce type-là. Ça permettrait aujourd'hui d'alimenter 1900 foyers. On est sur une capacité nominale de 250 normomètres cubes, ce qui fait à peu près 2700 kW de puissance installée. 77 tonnes par jour d'intrants, c'est-à-dire qu'on nourrit le méthaniseur et les petites bébêtes qui sont avec une capacité d'introduction de 77 tonnes. On introduit quoi? À environ 30% d'effluents agricoles, hein, principalement, un tout petit peu de culture. C'est important pour pouvoir avoir une flexibilité aussi bien au niveau de l'exploitation que vis-à-vis de nos partenaires agricoles. Mais on est très en dessous des seuils de culture qui sont 15% en termes de réglementation. Et aujourd'hui, la moyenne du parc d'Engie est de l'ordre de 5%. Et ça, c'est un point important. Et tous les intrants agroalimentaires, une capacité d'intrant de 28 000 tonnes. Voilà, je vous assène quelques chiffres et puis on s'arrêtera là sur le digestat, 15 exploitations, ça me paraît important. Et derrière, le dernier point, et ça c'est un site on capte le CO2 qui est finalement un coproduit de la méthanisation, on le capte et on le valorise dans des serres agricoles. Pour enrichir les tomates et les concombres. Voilà, et donc tout ça dans un cercle assez court en termes de géographie. Voilà, je vais m'arrêter là pour les chiffres. Voilà, le slide suivant, bon, je vais aller vite aussi, mais c'est un slide que j'avais présenté il y a une dizaine d'années lorsqu'on était en plein essor, la 3e révolution industrielle et agricole. Il est toujours d'actualité, mais par contre, c'est important de resituer le projet dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que ce projet était un projet innovant et qu'on était assez précurseur, notamment la participation de la Carène au capital. En direct et non par l'intermédiaire d'une SEM. Alors maintenant, c'est beaucoup plus courant, mais à l'époque, on était assez précurseur. L'économie circulaire, on en a parlé. Les énergies nouvelles, on en a parlé. Hein, et j'ai oublié de mentionner que sur la BU Transport, on utilise bien sûr des camions au GNV et qu'on remplace au fur et à mesure le renouvellement de camions avec des camions au GNV. Et retravailler notre impact, je pense que c'est un travail un peu de tous les jours, mais dans ce cadre-là, c'était vraiment la substitution partielle d'un gaz d'origine fossile et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une meilleure valorisation de nos biodéchets et une diminution des exploitations à leur dépendance à l'azote minéral. C'est également les impacts sur la biodiversité avec la réhabilitation d'une friche industrielle. Et finalement, il y a un intérêt économique aussi sur le territoire, hein, une énergie produite localement, qui est utilisée localement. Pour les usines agroalimentaires, c'est aussi des déchets qui sont valorisés localement hein, et qui font pas. Il y a beaucoup moins de transport. Hein. Moi, j'avais l'expérience de déchets qui pouvaient faire jusqu'à 150 km pour être soit valorisés, voire même détruits.
Donc moins de transport, hein. On est dans un rayon sur les intrants d'une vingtaine de kilomètres en moyenne. Et puis pour les agriculteurs, réduire leur consommation d'engrais chimiques et de baisser leur charge en épandage. Et puis on en a parlé tout à l'heure, on a parlé des emplois directs, mais il y a aussi tous les emplois indirects liés à la partie maintenance, entretien et puis transport. Voilà, donc ça me semblait utile de mettre ce slide d'une dizaine d'années. Là, je vais peut-être basculer un petit peu sur ce qu'on aurait pu faire ou comment on se projette aujourd'hui dans les sujets de méthanisation. Le transport est un élément clé. La mobilité, on est dans une zone d'activité. On peut soit évoquer le GNL d'un côté, le GNV aussi. Voilà, on a différentes capacités et à partir du moment où on produit du biométhane, ça peut complètement rejoindre cette partie-là. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, on a travaillé sur une contrainte en termes de superficie assez forte. Hein. L'opération est portée sur 1,3 hectare ou 1,5 hectare, donc on est très concentré, ce qui n'a pas permis peut-être de se projeter sur des sujets de ce type-là, mais ça reste un sujet d'actualité. Quand on développe aujourd'hui des méthanisations, on peut parler par exemple de celle d'Enerfé, où on est présent, où naturellement il y a une station de BioGNV qui a été installée. On en a d'autres dans le portefeuille. Ça, c'est un premier axe. Il y a un deuxième axe qui paraît aussi important. Si on bascule sur le slide d'après, c'est le déconditionnement. Le déconditionnement de déchets. On a parlé des gisements. Ça fait partie des gisements importants sous l'égide majoritairement des collectivités. Je vous ai montré l'exemple d'Alonne qui est dans la banlieue du Mans. On travaille avec le département de la Sarthe, on travaille avec le Mans Métropole, on travaille avec des industriels locaux. Et on voit bien, le système est assez vertueux, voire très vertueux. On déconditionne, donc on récupère généralement l'enveloppe. C'est l'exemple type là de pot de maillot. On récupère la maillot qui permet de constituer des soupes. Les soupes sont ensuite injectées dans des méthaniseurs. Et donc, c'est quelque chose qui permet d'être complètement aussi dans un cercle vertueux, adossé au monde industriel, mais pas que, et aussi le monde des collectivités. Donc ça, c'est des sujets qui sont de plus en plus présents et qui sont une des solutions. Ce n'est pas la solution, il y en a d'autres, mais c'est une des solutions qu'on préconise ou en tout cas qu'on porte au sein du groupe Engie. Voilà ce qu'on peut raconter. Il y aura peut-être des questions dessus par la suite. En conclusion, peut-être à deux voix, mais une aventure industrielle et agricole réussie. Je pense que l'exemple et les commentaires que tu as portés, Frédéric, vraiment font écho à la stratégie qui était portée à ce moment-là. Et c'est vraiment une stratégie qui est aujourd'hui, on peut dire que c'est une stratégie gagnante. Réellement, on réduit l'empreinte carbone d'un certain nombre d'acteurs qui travaillent avec nous. On réduit l'empreinte carbone du territoire. Et ça, c'est quand même un vrai atout. Le deuxième, c'est des acteurs ancrés dans le territoire pour des temps longs. Tout à l'heure, Guillaume expliquait un pas vers 2050. Finalement, 2050 pour la centrale de l'estuaire, c'est quasiment demain. C'est-à-dire qu'elle a été conçue et elle est maintenue pour aller vers 30 ans de vie. Donc, probablement, ça sera un des éléments du mix énergétique qui amèneront demain aux horizons de 2050. Et c'est important. Et on se rend compte que c'est des décisions qui ont été construites entre 2012 et 2022 qui seront des éléments clés pour partie, hein, et je dis bien pour partie, puisqu'on a évoqué le développement rapide, par exemple, du monde agricole, mais pour partie, seront une des réponses. Et puis le dernier point, et ça je pense que c'est un point important, c'est une richesse potentielle pour le territoire à court et à moyen terme autour du biométhane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité industrielle n'est pas conditionnée au fait d'avoir directement une capacité de production de biométhane à proximité. On peut imaginer que dans 15 à 30 ans, ça sera peut-être complètement différent. Et d'avoir ancré cette unité de production à proximité des consommateurs, et la réalité fait que le gaz est consommé dans un rayon qui doit être assez faible, hein, je n'ai pas les données de GRDF, mais en tout cas, pour moi, il est compte tenu de l'intensité de consommation industrielle à proximité, le gaz est consommé très rapidement, le biométhane est consommé très rapidement, et bien c'est un atout maintenant et pour le futur des installations. Frédéric, c'est peut-être quelques mots en complément.
Oui, je plus sois à tout ce que tu as dit et voilà, juste pour conclure que c'était un beau projet, une belle collaboration dynamique sur le territoire de Montoire de Bretagne. Merci beaucoup à tous les deux pour cet exemple inspirant, cette coopération, et effectivement cette conversion d'un site de production d'engrais fossiles qui est devenu un site de méthanisation produisant du digesta. Je vais peut-être laisser Guillaume rebondir sur la consommation locale du biométhane avant de passer la parole à Anthony. Alors, je confirme que le biométhane est consommé très localement, hein, sur la commune même de Montoire. Et puis du coup, je vais laisser la parole à Anthony du bureau d'études S3D qui va nous parler des nouveaux gaz renouvelables. Et on va voir aussi qu'il y aura du lien. Je vous repasserai certainement la parole à tous les deux à la fin de sa présentation. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Anthony Kirével, moi, je suis le directeur général d'S3D Ingénierie, vice-président Métatlantique, et j'anime effectivement des groupes de travail sur les nouvelles technologies qui vont nous permettre, je dirais demain, de produire des nouveaux gaz et d'atteindre justement le 100% de gaz vert à l'horizon 2050. J'ai axé ma présentation moi, sur des technologies innovantes. Parce qu'effectivement, je ne vais pas aborder la partie gazéification. Je pensais que IDEA aurait abordé le sujet d'e-move. Malheureusement, c'est pas le cas, donc j'aurais pu l'intégrer dans ma présentation. Mais on va Malheureusement. lui laisser la parole Ouais. après. Ouais, On te laisse présenter comme ça les ouais. technologies et puis on lui laisse la parole. Parfait, top. Le contexte, effectivement, mais les interlocuteurs d'avant l'ont beaucoup abordé. Juste, moi, ce que je peux dire là-dessus, effectivement, c'est que pour atteindre les 100% gaz vert à 2050, la méthanisation ne peut difficilement le faire à elle seule. Donc, il faut d'autres technologies qui vont travailler sur d'autres déchets. Et il y a effectivement la gazéification classique et la gazéification hydrothermale. Donc moi, je vais vous présenter un peu la gazéification hydrothermale. Et également aussi, il y a une autre voie de valorisation, cette fois-ci des sous-produits issus de la méthanisation, de la gazéification et de la gazéification thermale, qui est le bio-CO2. Et on le voit en fait, émerge une nouvelle filière de la valorisation de ce bio-CO2 pour alimenter aujourd'hui les industriels qui en consomment du CO2 d'origine fossile. Donc c'est valoriser du bio-CO2 qui est un sous-produit de ces technologies pour un usage non fossile. Voilà, donc et donc bien sûr tout ça permet d'améliorer le bilan environnemental de nos technologies. Donc voilà, moi je vais vous présenter justement la gazéification hydrothermale, qui est une des quatre voies de production de biogaz donc identifiées aujourd'hui. Donc, elles permettent de valoriser une grande variété de déchets organiques, mais il est clair qu'aujourd'hui, son avantage, c'est qu'elle permet de valoriser des effluents, donc donc des déchets liquides, donc des effluents provenant d'industries chimiques, pharmaceutiques, pétrolifères qui aujourd'hui n'ont pas de voie de valorisation, donc ils ne peuvent pas rentrer dans une filière de méthanisation qu'on vient de le voir, parce que derrière la méthanisation, il y a un retour au sol et elle utilise des bactéries. Donc les effluents que là, nous, on va pouvoir adresser avec la gazéification hydrothermale, ils n'ont pas de possibilité d'être valorisés en méthanisation. D'où l'intérêt du développement de cette technologie. Donc, parce que du coup, elle permettrait, à partir de ces effluents, de produire un gaz de synthèse composé de méthane, d'hydrogène et de CO2. Et après, il y a d'autres gaz en faible concentration complexe. Mais voilà, du coup, ce syngas permettrait, lui, effectivement, de produire du biométhane, par exemple. On va le voir par la suite. Donc, N'hésite la pas à me dire gazéification quand il faut hydrothermale. que je change les slides. Ouais, ok, bon, quand j'arrête de parler. Alors, donc, la gazéification hydrothermale, contrairement effectivement à la méthanisation qu'on vient de voir, là, c'est un procédé dit de conversion thermochimique. Donc, on n'utilise pas des bactéries, on va utiliser de la chaleur et de la pression, parce que du coup, la gazéification hydrothermale, c'est un procédé
qui utilise les conditions super critiques de l'eau. Donc en fait, on a un effluent à la base, on va monter cet effluent à température élevée, hein, à peu près 600 degrés, 300 bars de pression, de façon à ce que l'eau contenue dans l'effluent passe à l'état supercritique et devienne un solvant, donc va permettre la dégradation complète de la matière organique contenue dans cet effluent. Donc c'est ce que vous pouvez voir dans le schéma à gauche, hein. Donc on va monter en pression l'effluent contenant de la matière organique, comme je disais, à plus de 300 bars. Donc là, il y a un premier réacteur, si on rentre dans le détail, qui va, du coup, de par les conditions thermodynamiques, permettre la précipitation des sels contenus dans l'effluent. Donc on va pouvoir collecter du phosphore, du potassium, des métaux rares. Une fois que cette séparation des sels est réalisée, on va introduire l'effluent dans le réacteur là, dit de gasification hydrothermale, où on va transformer la matière organique résiduelle en ce gaz dit de synthèse. Et après, du coup, on va récupérer l'eau contenue initialement dans l'effluent en sortie. Donc, ce réacteur permet effectivement aussi le reuse de l'eau de l'effluent et la production donc de syngas, qui lui, comme je disais, contient du CH4, de l'hydrogène et du CO2. On va le voir par la suite, en fait, il y a plein d'avantages de technologie, donc je ne vous dis pas tout de suite. Les deux types de réacteurs, les deux types de technologies aujourd'hui en développement, c'est la gasification hydrothermale catalytique. Donc là, on va utiliser un catalyseur pour justement permettre de monter moins haut en température. Bon, par contre, on consomme un catalyseur qui contient des métaux rares. La technologie catalytique, elle est plus appropriée à la production de CH4, car elle va permettre justement de produire en concentration plus de CH4 que d'hydrogène. La technologie, elle, haute température, ne consomme pas de catalyseur. Par contre, elle produit plus d'hydrogène que la technologie catalytique. Donc, elle nécessitera, si on veut produire du méthane, d'avoir un réacteur de méthanation derrière. Au réacteur de méthanation, on va combiner le CO2 et l'hydrogène pour faire du CH4. Donc, en fonction de ce qu'on veut produire, effectivement, on va choisir tel ou tel type de GHT. Voilà, il en est terminé sur cette slide. Donc, comme je vous disais, une fois qu'on a obtenu le gaz de synthèse, et ben, du coup, ce gaz de synthèse a un pouvoir calorifique intéressant. Bon, c'est fait partie des gaz dits pauvres, mais on peut du coup quand même le valoriser tel quel en combustion, donc dans une chaudière, par exemple en substitution du gaz naturel, donc avec un carburateur bicombustible. On peut utiliser ce syngas dans un moteur de cogénération, donc un moteur à gaz, qui va lui produire à la fois simultanément de l'électricité et de la chaleur. C'est ce qu'on appelle la cogénération. Mais si effectivement on a besoin d'un gaz ou d'un carburant, on peut utiliser ce gaz de synthèse pour faire du méthane via l'extraction du biométhane directement en gaz de synthèse, via la combinaison du CH2 et de l'hydrogène via un réacteur de méthanation. Si on veut aller encore plus loin, eh ben, il y a des réacteurs catalytiques complémentaires qui, eux, du coup, vont permettre de produire d'autres vecteurs énergétiques comme des diesels non conventionnels, des essences, du kérosène, donc pour l'aviation, donc des biokérosènes. Si la matière est bio, on a des biokérosènes, donc ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, des types de GPL, des DME, des diméthyléthers, du méthanol, de l'ammoniac, et qui là sont des carburants à destination du maritime, par exemple. Donc voilà, une fois qu'on a ce vecteur syngas, on peut après produire des molécules plus complexes qui peuvent intéresser la mobilité lourde, l'aviation ou le maritime. Donc beaucoup de potentiel à venir pour cette technologie. Alors, où en est-on au niveau justement du développement de cette technologie? Donc, comme l'intérêt est très important pour produire des produits à partir de déchets à faible valeur. Voilà, aujourd'hui, l'Europe est en effervescence et on compte bon nombre de démonstrateurs et pilotes à travers l'Europe, dont les plus avancés, les Suisses, Triatec, avec un pilote de 100 à 200 kg
par heure et un démonstrateur industriel aujourd'hui de 2 tonnes heure qui est en test chez un industriel. Nous avons les Hollandais STW, donc là avec un démonstrateur en 4 modules de 4 tonnes heure, donc il fait à peu près 16 tonnes heure aujourd'hui, en essai, donc sur des boues et des glycérines issues de l'industrie du biodiesel. On a Suez, le français, qui a communiqué dernièrement un partenariat avec le CNRS et donc l'usage d'un prototype de 5 kg par heure et la construction d'un pilote de 150 kg par heure. Donc, il va nous permettre effectivement, nous Français aussi, de monter en compétences. C'est clair qu'on est on est un petit peu en retard. Il y a le CEA qui est très bien placé d'un point de vue recherche avec un prototype de 10 kg par heure et un projet également de construction d'un pilote de 100 kg par heure. Les Espagnols avec un pilote de 100 kg par heure et un démonstrateur industriel de 2 tonnes heure, 2 à 3 tonnes heure, qui est donc sur le site de la steppe de Salamanque. Donc voilà un petit peu je dirais une visu de l'innovation en Europe sur cette technologie. En parallèle, Natran, le gestionnaire de transport de gaz naturel, a lancé l'année dernière, en 2024, un appel à manifestation d'intérêt qui a permis de mettre en exergue plus de 24 projets de GHT identifiés en France, que ce soit porté par des collectivités ou des industriels et voire même des agriculteurs. Nous-mêmes, S3D, on accompagne aujourd'hui les collectivités basées dans le sud de la France qui ont des problématiques d'épandage de boues de steppe, parce qu'effectivement, il y a très peu de terres agricoles. Et donc, du coup, ces bouts de steppe sont séchés sur place en consommant du gaz naturel, transportés en camion via un incinérateur dans le nord du département. Donc, il y a un coût pour la collectivité très onéreux. Et aujourd'hui, effectivement, la GHT permettrait une élimination des bouts de steppe sur site avec une production d'un biométhane. Donc voilà, c'est pour ça que les steppes de Nice et de Cannes sont très intéressées. Suivant, voilà. Donc si on revient sur l'avantage de cette technologie, bien sûr, c'est de produire un gaz, un vecteur énergétique de façon non intermittente et de produire un gaz décarboné. Donc pour les usages après derrière, c'est très intéressant. Les déchets, comme je vous l'ai dit, effectivement, là, c'est un projet d'élimination de déchets, donc notamment très intéressant sur des zones où on ne peut pas épandre de la matière organique et où on génère beaucoup d'effluents industriels. Voilà, il faut savoir que beaucoup d'effluents industriels que je vous ai cités tout à l'heure précédemment sont aujourd'hui incinérés à vil prix, sans valorisation réelle, et que du coup, la gazisation thermale, en produisant un gaz décarboné pour être plus intéressant. L'environnement, bien sûr, en substituant un biogaz, en substituant un gaz fossile par un biogaz, on va venir effectivement réduire le bilan de gaz à effet de serre des usages industriels. Très intéressant, Suez a présenté lors du salon à Lyon, j'ai un trou, Polytech. Polytech, exactement. Que certains tests avaient pu mener à l'élimination de près de plus de 99% d'épiphases. Donc, vu l'enjeu actuel sur les eaux usées, ça pourrait être une solution d'avenir à ce sujet. Et également, bien sûr, 100% du microplastique. Donc, vrai enjeu environnemental de cette technologie sur l'élimination des PFAS et des microplastiques. Voilà. Et socio-économique, bien sûr, en créant de l'emploi, il y a un vrai intérêt sur ces technologies. Maintenant, j'aborde le sujet du bio-CO2. En fait, comme vous avez pu le voir sur la filière de gazification de thermale, on produit du CO2 comme sous-produit. Et bien sûr, comme vous avez pu le voir précédemment, la méthanisation produit également du CO2. Donc, aujourd'hui en France, on a à peu près 1 million de tonnes de CO2 produits, donc majorité d'origine fossile. Donc, il y a 60% du CO2 produit en France qui est en partie consommé par des industriels et d'origine fossile, et il vient de la filière de production de fertilisants, donc d'ammoniac.
on a quand même 40% qui vient, lui, d'une filière biogénique parce qu'il est issu, comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas à gauche, de la production de bioéthanol lors de la fermentation. Donc, on a un bio-CO2 qui est produit. Et donc, ce bio-CO2, quand même, du coup, vient réduire le bilan environnemental du CO2 aujourd'hui utilisé par les industriels. Et maintenant, en bas à droite, sur ce graphique, vous pouvez voir que la méthanisation, lors de l'injection, lors de l'épuration du biogaz pour injecter le biométhane dans le réseau naturel, produit un CO2, un bio-CO2, qui est aujourd'hui majoritairement dégazé dans l'atmosphère. Donc ça ne pose pas de problème parce que c'est un bio-CO2, donc il ne vient pas nuire au bilan de gaz à effet de serre de l'installation. Néanmoins, on peut encore améliorer cette filière en captant ce bio-CO2 et en alimentant les industriels avoisinants qui, eux, consomment justement du CO2 d'énergie fossile. Donc aujourd'hui, il y a toute une filière en développement qui est portée d'ailleurs par des industriels nigériens. Hein. Donc on compte par exemple Verde Mobile, un des principaux équipementiers pour la liquéfaction du bio-CO2 issu de la méthanisation qui est en Vendée. Donc c'est super. Voilà. Et voilà. Et donc la consommation de CO2 en France aujourd'hui, elle est à peu près estimée à 550 000 tonnes par an. Aujourd'hui, effectivement, les consommations se sont hors serre. C'est effectivement une consommation des serristes. Mais aujourd'hui, les serres consomment beaucoup le CO2 émis par leur cogénération. Donc ça, c'est assez complexe. Donc hors serre, effectivement, c'est 550 000 tonnes par an. Principalement l'industrie agroalimentaire, hein, donc de l'inertage de barquettes alimentaires, de la production de neige carbonique pour refroidir les aliments, du nettoyage de chaînes à partir de neige carbonique, de l'étourdissement d'animaux donc dans les abattoirs à partir de CO2, de l'inertage de la production de froid par CO2, oui, je l'ai déjà dit. Donc, bref, beaucoup d'usages qui pourraient être faits demain avec du bio-CO2. Et le marché des CO2, bien sûr, va exploser d'ici 2050 parce qu'elle risque effectivement d'être portée par la production de carburants de synthèse qui, elle, effectivement, dans une des voies aujourd'hui identifiées, hein, qui vise à utiliser de l'hydrogène d'origine électrique, hein, donc par l'électrolyse de l'eau, et la combinaison avec du CO2 issu des industries, mais également issu, par exemple, de la méthanisation. Donc, si tous les usines de production de ISAF et de e-méthanol voient le jour, parce que dans ce cas-là, on appelle ça du ISAF et du méthanol, on risque d'avoir un marché du CO2 explosé d'ici 2050. Vous avez les chiffres, effectivement, qui on est plus à 40 millions de tonnes de consommation à 2050. Donc voilà, de belles opportunités par nos filières, hein, parce qu'effectivement, le bio-CO2 est, comme je l'ai dit, un sous-produit de la méthanisation, de la gasification et de la gasification géothermale. Donc, plein de potentialités sur ces filières à venir. Merci Anthony. Je vais laisser peut-être Frédéric Thiollier rebondir sur le sujet des nouveaux gaz, hein, puisque vous avez continué votre réflexion, mais Oui. c'est pas arrêté à la méthanisation. Oui, oui, j'ai mis effectivement l'exergue sur l'unité de la méthanisation, mais on a deux autres projets en parallèle. Hein. Anthony en a parlé d'un eMove qui est un projet de gasification, de pyrogasification avec des bois de classe B. Et on a aussi un projet de gasification sur la gasification hydrothermale, le projet Gamma. On est un peu dans les mêmes conditions que pour le projet d'unité d'une méthanisation, c'est-à-dire avec un consortium et en appui avec des partenaires. Voilà, donc on travaille dessus. Il y a des projets qui se feront peut-être sur la Barrière ou sur d'autres sites, mais effectivement, c'est en parallèle. Et
Puis pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Anthony, la valorisation du CO2, depuis maintenant 2-3 ans, on est équipé à la CBEST à Montoire de Bretagne et on valorise et on va jusqu'au bout de la démarche pour valoriser le carbone. Donc c'est vrai que c'est encore plus vertueux d'aller jusqu'au bout de la démarche. Merci. Denis, est-ce que vous voulez rebondir aussi sur cette partie, notamment bio-CO2? Je crois que vous l'avez évoqué brièvement. Oui, ça va être assez simple, hein. On confirme effectivement qu'il y a de vrais enjeux sur la valorisation du CO2, hein. Plus on peut aller loin dans l'exploitation et éviter, même si effectivement ça ne modifie pas l'équilibre, plus on arrive à trouver des débouchés et une valorisation, mieux c'est. Voilà, plus le système sera vertueux, et les solutions hydrothermales viennent compléter le tour de table. Maintenant, on espère qu'effectivement les débouchés seront au rendez-vous et que ça sera un vrai moteur de transformation, puisque c'est potentiellement le deuxième étage de la fusée, autour des activités qu'on vient de décrire. Voilà. Merci. On va s'arrêter. Merci à tous. Ce que je vous propose, on avait dit, Frédéric, qu'on ouvrirait les micros pour les questions éventuelles. Tout à fait. Si certains veulent s'exprimer, qu'ils n'hésitent pas. Je voulais juste dire un petit mot. Alors déjà, merci à tous. C'était passionnant. Moi, je retiens 3 mots-clés, en fait. Et je pense que je l'ai découvert et il y a besoin de certainement faire mieux connaître encore ces techniques, ces nouvelles technologies à venir, hein. Et je dirais même pas qu'aux industriels ou aux entreprises, mais même au grand public, hein. C'est le potentiel à venir, en fait, c'est juste assez incroyable, tant sur le biométhanol que sur les nouvelles techno et en fait l'utilisation du CO2. Je vois que les usages en plus s'élargissent, s'agrandissent, hein. Donc le potentiel est exponentiel. Je note aussi l'intérêt dans l'ancrage territorial. Donc là, vous avez donné des exemples vraiment parfaits pour montrer ce que ça apporte au territoire. Et puis, dernier mot-clé, je dirais, c'est évidemment un système vertueux quel que soit le bout par lequel on prenne, en fait, on voit qu'on a intérêt à aller vers ces technologies, évidemment comme levier de transformation. Voilà, donc je sais pas s'il y a des questions, on a perdu un petit peu de monde en route, mais une fois de plus, ça sera en replay, donc l'intérêt c'est de pouvoir rediffuser, puisque les gens captent dans le temps aussi, en répétition, ce type de webinaire. Donc je suis pas inquiète, on va faire une diffusion massive. Le MEDEF 44 qui était présent avec nous, qui d'ailleurs a mis dans le chat un événement à venir aussi sur les sujets de transition écologique, va nous aider certainement à la diffusion auprès de leurs adhérents. Voilà, donc moi c'était ma petite conclusion. Et puis bah, Aurélie, je vous laisse donner la parole. Et puis voilà, parce que je vois qu'on lève la main. Et puis peut-être conclure définitivement ce webinaire. Encore merci à tous. Merci. Merci Frédéric. Et puis je vais laisser la parole à Sékou Traoré. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Sékou Traoré, je suis d'origine sénégalaise. Actuellement, je suis à Marseille, Université d'Aix-Marseille. Je suis la filière gestion de l'environnement, parcours gestion résine du mix énergétique et de la transition écologique. Donc, j'ai vu ce webinaire sur LinkedIn, je suis intéressé. Vu que mon objectif, c'est de me spécialiser dans la valorisation des déchets organiques, je suis agriculteur de base. J'ai choisi l'énergie renouvelable parce que j'ai compris que les énergies renouvelables, c'est la base pour moi de l'agriculture. Je m'excuse, bon, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer devant les gens comme ça. Oui. Bon, la question que je voudrais poser, est-ce que vous avez l'habitude d'accueillir les étudiants pour les stages? Oui, parce qu'actuellement, mes soucis, c'est d'avoir un stage dans le domaine des énergies renouvelables, plus spécifiquement en biogaz. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez m'envoyer, il y aura mes coordonnées je vais les mettre dans le chat et vous pouvez m'envoyer votre CV et on le fera passer à nos membres. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Y Merci. a-t-il d'autres questions sur les présentations?
Écoutez, s'il n'y a pas de présentation, je vais remercier tous nos intervenants. Merci pour la collaboration avec le MEDEF, pour les présentations des membres de Métatlantique et puis ce bel exemple de Engie et de IDEA. Ce qu'on a voulu montrer, c'était aussi que quelqu'un qui n'a pas forcément de gisement pouvait tout à fait être partie prenante dans un projet de méta et avoir des clés, en fait, à des clés pour permettre à des projets d'émerger. Et c'est tout à fait ce qu'a illustré IDEA par cet exemple et leur collaboration avec Engie et la Carène. Et donc, on vous remercie pour votre réalisation et puis de bien vouloir avoir voulu partager votre exemple et votre démarche à d'autres entreprises qui pourraient être intéressées. Et bien entendu, on va diffuser les présentations. Le MEDEF va les mettre sur sa chaîne YouTube et certainement nous aussi et sur le site de Métatlantique. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci Merci Merci, beaucoup. bonne journée. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Et